Alors, bonjour tout le monde. Bienvenue à cette deuxième journée du Forum international, Forum des DSI international. Alors hier, en fait, nous avons surtout, travaillé, parlé de la transformation digitale, de l'importance, de l'amorcer, des solutions qu'il pouvait y avoir. On vous a donné des exemples d'architecture, des nouveaux modèles que nous avons vus avec M. Nogès. Nous avons vu aussi l'impact de la crise et l'impact historique à travers le temps et les répercussions que ça pouvait avoir au niveau de la transformation digitale. Voilà, donc aujourd'hui, cette deuxième journée, nous allons commencer la matinée par deux keynotes. La première sera donnée par Monsieur Michel Kalika, qui a pour thème « E-Management, vive le Covid-19 ». La deuxième sera donnée par Monsieur Moaz Hamami, et lui aussi, ce sera le post-Covid, l'impact de la Covid sur l'IT. Voilà, et l'après-midi, pareil, workshop, atelier, et j'attire aussi votre attention sur un workshop très intéressant qui aura lieu en fin de journée, qui est sur les transports intelligents en Tunisie, pour laquelle aussi je serai là et pour laquelle j'animerai. Ce sera assez intéressant de voir un peu ce qui se passe en Tunisie et comment ça peut être transposé même dans d'autres pays d'Afrique. Voilà brièvement pour le programme de la journée. Donc, nous allons arriver à notre premier intervenant, qui est M. Michel Kalika. Je vais le présenter brièvement. Monsieur Michel Kalika, alors lui, il est docteur en sciences de gestion. Il est professeur en système d'information. Il a créé de nombreuses formations, et c'est vrai qu'il encadre les cadres à des très hauts niveaux. Il a été notamment à l'initiative, à la création d'un partenariat doctoral pour le Business Science Institute avec l'université Georgetown aux États-Unis. Il a encadré pas moins de 54 doctorants. Il a des publications. C'est vraiment un spécialiste en matière de système d'information et de management. Et donc, je vais lui laisser la parole pour que justement, il puisse nous développer son thème. Voilà, la parole est à vous, Monsieur Kalika. Merci beaucoup, Madame, pour cette présentation. Il manque un élément à cette présentation qui est peut-être le plus important, c'est le fait que j'adore les pâtisseries tunisiennes. Et j'imagine que si vous êtes légèrement en retard ce matin, juste 25 minutes, c'est tout simplement parce que vous avez pris le temps de prendre un café et de goûter les pâtisseries tunisiennes. C'est en général ce qui se passe quand je vais à des conférences en Tunisie et c'est la raison pour laquelle je regrette de ne pas être parmi vous cette année du fait des contraintes sanitaires qui ont été changées très tardivement. Alors, ce dont je vais vous parler, c'est une petite histoire de cas, et puis j'aimerais insister sur l'impact de la Covid-19 et un point peut-être plus important, c'est sur les impacts durables de la Covid-19, de la crise que nous connaissons tous, dont nous espérons sortir, même si j'aurai une conclusion un petit peu différente dans un petit moment. Alors, tout d'abord, je vais commencer par une petite histoire, si vous le permettez, une petite histoire tout à fait personnelle et qui n'a rien à voir avec la Tunisie. Voilà, il y a quelques jours, je devais faire une conférence. Je faisais une conférence en France dans une session. La session était prévue pour durer 60 minutes en fin d'après-midi. Il ne faut jamais intervenir en fin d'après-midi parce qu'on cumule tous les retards de la journée dans une ville de province en France. Et puis, il y a eu un certain nombre de retards dans l'organisation, le buffet a été servi en retard, bon. Et puis il y a eu l'arrivée inopinée d'une personnalité qui a bouleversé tout l'agenda. Et finalement, au lieu de parler et d'animer une table ronde pendant 60 minutes, eh bien, j'ai eu 10 minutes pour prendre la parole. Et alors, je me suis posé une question. Quelle est la balance finalement entre ces 10 minutes pour s'exprimer, donc pour faire passer un message,
et une journée et demie de voyage, en effet, pour aller à cette conférence. J'avais démarré le matin vers 5h30 et puis j'étais rentré chez moi le soir à Paris vers, on va dire, 19-20 heures. Donc, quelle est la balance? Quel est l'équilibre entre le coût d'une présence physique et la durée pendant laquelle on est présent? Et cette réflexion, vous voyez, je crois qu'elle a changé de nature du fait de la crise. Avant la crise, on ne se posait pas cette question. Et maintenant, on se pose, et je le vois dans les entreprises, je le vois dans les organisations, avant de se déplacer, systématiquement, les managers se posent des questions et ça conduit donc à une réflexion très importante, parce qu'à mon avis, elle est durable, une réflexion sur l'équilibre entre le présentiel et le distanciel. Alors, n'allez surtout pas penser que cela explique cela explique mon absence parmi vous aujourd'hui. Ça n'est pas le cas, parce que je souhaitais vraiment venir à Tunis et être parmi vous, et j'espère y être peut-être l'année prochaine. Ça, c'est ma première petite histoire. Ensuite, je voudrais vous raconter un petit cas, celui d'une organisation un peu particulière dont j'ai la chance d'être à la fois le fondateur et le président, mais ça, c'est pas ce qui est important. Ce qui est important, c'est que cette organisation, eh bien, c'est une organisation académique, internationale, en réseau, qui ne délivre qu'un seul programme, un DBA, un Doctorate in Business Administration. Aujourd'hui, cette organisation en réseau, elle a 220 managers qui viennent de 43 pays, certaines viennent de Tunisie, plus d'une centaine de professeurs, une centaine de thèses soutenues, et puis de très, très nombreux livres publiés, plus de 35 livres publiés. Et ce cas me semble intéressant parce que, sur le plan du fonctionnement, du fait de la crise, aucune rencontre n'a eu lieu en face à face depuis septembre 2019. Il y a dans cette organisation, je vous l'ai dit, une centaine d'enseignants, une dizaine de permanents et 200 doctorants managers. Tout ça a fonctionné à distance. Et avant la crise de la Covid-19, eh bien, on ne fonctionnait pas non plus en présentiel. On avait seulement une rencontre par an, la dernière semaine de septembre. Tous nos doctorants managers, moyenne d'âge 46 ans, tous nos professeurs disponibles se réunissaient pendant une semaine en Europe dans un château. Et cet exemple que je vous donne, celui d'une petite organisation, j'en conviens, dans le domaine de l'éducation, c'est vrai que c'est un peu particulier, eh bien, ce cas montre que le e-management, le management à distance, fonctionne, contrairement à ce que l'on a pensé pendant des années. Et je voudrais, avant de rentrer dans le dur de mon propos, vous donner un autre cas dans lequel je suis aussi impliqué. C'est une organisation internationale de certification. Elle compte plus de 1000 membres au plan international, aussi bien en Asie qu'aux États-Unis qu'en Europe. Elle fait travailler une centaine de permanents dans des bureaux qui sont à Bruxelles, à Genève, à Miami, à Hong Kong, à Prague. Il se trouve que dans cette organisation, j'anime une petite équipe de 5 personnes et ces personnes sont au Portugal, à Genève, au UK, en France et à Prague. Ces 5 personnes qui travaillent ensemble sur des projets de développement, des projets qui génèrent de l'activité, qui génèrent du chiffre d'affaires et bien sûr qui génèrent des coûts. Ces 5 personnes ne se sont jamais rencontrées. Mais il y a une réunion à distance par semaine, plus bien sûr des mails, plus bien sûr différentes plateformes et outils, Asana, Slack, et puis bien sûr tous les fichiers sont dans le cloud. Une fois encore, je veux vous montrer que le e-management, le management à distance fonctionne et fonctionne correctement et que cela n'est pas un second best. Non, c'est un mode de fonctionnement qui a toute une série d'atouts et qui permet à des organisations bien particulières de fonctionner à distance. Alors, et la crise de la Covid dans tout ça? Quel a été l'impact de la crise de la Covid?
Parce qu'attention, n'allez pas penser quand même que le e-management est quelque chose qui date de la crise de la Covid. La crise de la Covid, elle a eu un impact très significatif. Et en tant qu'enseignant, en tant que chercheur en système d'information, on en a pris conscience très rapidement. Dès le mois de septembre de l'an dernier, en septembre 2020, on a publié un premier ouvrage sur les impacts de la crise sur le management. Et cet ouvrage reposait sur toute une série d'enquêtes nationales, internationales, avec des managers dans différents pays, qui nous indiquaient comment ils avaient vécu la crise et comment ils avaient réagi à cette crise. Et comme la crise a continué, on vient juste de publier, là, le livre vient de sortir, un deuxième ouvrage avec juste un changement dans le titre, les impacts durables de la crise sur le management. Et dans cet ouvrage, ou dans le titre de cet ouvrage, ce qui est important, c'est le terme durable. Ceux qui pensent que l'on va revenir à la situation antérieure, de mon point de vue, se trompent fondamentalement. Ça n'est pas la peine d'attendre le retour à la situation de 2019. C'est peine perdue. Je le disais à l'instant, le e-management ou le management à distance, ce n'est pas quelque chose de récent. J'ai la fierté d'avoir publié en 2000, j'avais un peu moins de cheveux blancs, dans la revue française de gestion, un article qui disait « Le management est mort, vive le e-management ». Ce qui voulait dire que tout le management allait être impacté par les technologies de l'information, par Internet. Cela fait 20 ans. Cela fait 20 ans, mesdames et messieurs, qui se trouvaient soit à distance, soit dans la salle à Hammamet, cela fait 20 ans que les DSI dans les entreprises essayent de convaincre les directions générales qu'une partie du management peut se faire à distance. Et j'observe que aussi bien les chercheurs en système d'information, j'en fais un peu partie, on avait publié un ouvrage sur les grands auteurs en système d'information avec différents collègues, aussi bien les chercheurs que vous-même, mesdames et messieurs, dans cette salle, nous avons été moins efficaces que la COVID-19. Nous n'avons pas réussi en 20 ans à montrer que les technologies de l'information permettaient d'assurer la quasi-totalité du management de nos organisations. Et donc, cela montre que, en termes d'appropriation des technologies de l'information, les contraintes légales, le confinement, l'interdiction de se déplacer ont été plus efficaces que nos recherches, nos publications et vos recommandations. Donc, c'est quelque chose qu'il faut garder en tête parce que, de mon point de vue, ça doit nous faire réfléchir sur le poids de la contrainte et des efforts de conviction. Quand on essaye de convaincre dans une organisation qu'il faut adopter une nouvelle technologie, bien sûr, on fait des efforts de conviction, bien sûr, on fait de la formation, bien sûr, on diffuse de l'information. Mais dans certains cas, est-ce qu'il ne faut pas imposer? Alors, je ne voudrais pas froisser tous les démocrates qu'il y a dans la salle et me fâcher, avec tous mes collègues qui portent haut les drapeaux de la démocratie et de la participation. Mais l'exemple que nous avons vécu doit nous faire réfléchir quant aux mécanismes d'adoption des technologies de l'information. Alors, il y a une question que je me pose, une question que je me suis posée pendant ces 2 décennies. Pourquoi le management, pourquoi le travail à distance ont-ils eu tant de mal à se développer? Et j'y vois, il y a beaucoup de raisons bien sûr, mais je vois 2 raisons qui me semblent tout à fait importantes. La première raison, elle est organisationnelle. On pourrait dire aussi qu'elle est cognitive. Elle tient à la représentation du travail.
nous avons dans les organisations, nous avons dans les entreprises une représentation du travail qui est obsolète. Nous avons une représentation du travail qui date du siècle passé. Nos schémas mentaux, nos cartes cognitives n'ont pas encore totalement intégré les technologies de l'information et ce qu'elles permettaient de faire. On continue de penser que le travail, c'est être ensemble dans un même lieu en même temps. Et ça, c'est une raison qui, à mon avis, a retardé l'adoption des technologies de l'information que la COVID-19 a permis. Ensuite, il y a des raisons qui sont plus individuelles. Soyons clairs, et vous le savez bien, je regrette de ne pas être avec vous parce que ça m'aurait donné le plaisir de me promener à Tunis, de goûter les différentes pâtisseries que je connais. Les raisons individuelles, nous les connaissons, les raisons, les déplacements, les voyages confèrent un statut, confèrent des avantages. Cela explique en partie qu'un certain nombre de managers ont pu freiner l'adoption de ces technologies. Pendant le confinement, nous avons fait une enquête auprès de plusieurs centaines de managers et nous leur avons posé un certain nombre de questions et les réponses sont assez étonnantes. À la question « Mon environnement de travail me permet de répondre aux attentes de ma hiérarchie », 82% répondent d'accord ou totalement d'accord. À la question « Mon environnement de travail à distance, confiné, me permet de faire un travail de qualité », là encore, plus de 70% répondent positivement. À la question « Je suis efficace dans la façon dont je travaille », là encore, on a un taux de réponse de 74%. Et puis, peut-être que l'élément le plus important, c'est le dernier item. J'ai progressé dans la maîtrise des outils de travail à distance. C'était évident, il fallait bien progresser. Et là, 82% répondent d'accord ou totalement d'accord. Cela montre que les managers, et on peut même dire les salariés, se sont adaptés et ont progressé dans la maîtrise des technologies de l'information et personnellement, je pense, dans leur efficacité. Regardez ces résultats complémentaires qui expliquent la situation actuelle dans un certain nombre de pays. Je demanderai à télétravailler à mon employeur dans le futur. 59% répondent d'accord ou totalement d'accord. Mon employeur sera ouvert au télétravail. Là, je suis plus sceptique. On est après au même chiffre, près de 60%. Et je recourrai à des espaces de coworking plus fréquemment. Et là, on est à plus de 40%. Cela veut dire, même si ces opinions ont été exprimées il y a plus d'un an, que la situation actuelle, que ces opinions expliquent la situation actuelle et le fait que le retour n'est pas un retour à la situation précédente. Et la conclusion que l'on a tirée de cette enquête, c'est que le management à distance, le travail à distance peut être efficace, peut être économique et peut être écologique. C'est ce que j'appelle la règle des 3 E. Cela nous conduit à revisiter la façon dont nous organisons le travail. Alors, vous allez me dire, mais ces conséquences sont passagères. Une fois la crise passée, on va revenir à la situation antérieure. Je ne pense pas. Il me semble que les conséquences sont durables et que ces conséquences sont durables pour 2 raisons. La première, c'est que la crise a été longue, ce qui signifie que les salariés, les managers ont eu le temps d'acquérir de nouveaux modes de comportement, de nouvelles habitudes. On n'a pas été confronté à une crise de quelques jours, de quelques semaines. Non, ça s'est compté en mois. Et la seconde raison, qui est peut-être la plus importante, c'est qu'à la fois les organisations, les salariés ont perçu dans le travail à distance, bien sûr, un certain nombre de contraintes, mais aussi
un certain nombre d'avantages. Alors, je sais que les situations sont différentes. La situation n'est pas la même lorsqu'on a… c'est l'alarme qui m'indique que normalement, je devais finir ma conférence à 45. Hein. Bon, mais on a commencé à 25, donc je m'accorde un peu de temps. Les avantages, on les connaît bien. Et je disais que, bien sûr, les situations ne sont pas les mêmes pour toutes les personnes. Ce n'est pas la même chose quand on est dans un petit appartement, que les deux travaillent et qu'il y a des enfants en bas âge, et quand on a 40, 50 ans et qu'on est dans une grande maison avec un bureau. Bien évidemment, je suis conscient de ces éléments-là. Mais il y a une chose quand même qui est très importante et que l'on observe aujourd'hui dans les comportements des salariés et des managers, c'est que de plus en plus de salariés, de plus en plus de managers demandent à travailler à distance. Pas toujours totalement, mais en partie. Et je voudrais citer le cas d'une grande organisation qui a décidé qu'à l'avenir, mais pas seulement pour le retour à la normale, pas seulement pour les semaines à venir, mais à l'avenir, le travail se ferait 3 jours, les 2 tiers en présentiel et 1 tiers à distance. Cela signifie très clairement que les modes d'organisation des entreprises sont en train de changer. Alors, je sais que mon exemple là n'est pas adapté au cas de ce matin où on a démarré avec 25 minutes de retard, mais les avantages des réunions à distance, puisque les réunions sont un élément fondamental de la coordination dans les entreprises. Les réunions à distance, ce que j'ai pu en observer au cours des 2 dernières années, c'est qu'en général, on démarre à l'heure, en général, la durée est plus courte, le coût, on n'a pas de coût de déplacement, est plus réduit et ces réunions sont plus efficaces parce qu'on cerne plus rapidement les sujets. Bien sûr, il y a des conditions de succès dans le travail à distance. Les conditions de succès, et les DSI que vous êtes les connaissent bien, ce sont les investissements préalables. Sans investissement en technologie, et ce sont des investissements lourds, nous le savons, sans investissement en technologie, il n'est pas possible de généraliser le travail à distance. La maîtrise des technologies de l'information par les salariés et les managers est également indispensable. Il faut également savoir que, et je l'évoquais à l'instant, le travail à distance impose des espaces dédiés et dans certains cas, lorsqu'il s'agit de bureaux à domicile, la prise en charge des coûts par les entreprises. Et bien évidemment, nous le savons, et là c'est l'enseignant qui parle, de la formation. Les impacts sont durables. De façon durable, nous allons voir une substitution progressive du face-à-face par rapport au distant. De façon durable, nous allons voir une réorganisation du temps de travail dans les bureaux, avec un temps au bureau qui sera plus réduit. Ce qui veut donc dire que sur le plan immobilier, cela va avoir de lourdes conséquences. Cela veut dire aussi qu'un certain nombre de salariés, un certain nombre de dirigeants déménagent. Et puis, et cela va réjouir les DSI qui sont dans la salle, on a observé dans les entreprises pendant la crise, on a observé même dans des organisations publiques, dans des administrations, une accélération des décisions d'investissement en technologie de l'information. Parce que là, il y avait vraiment contrainte et il y avait urgence. Je ne parlerai pas, vu le temps imparti, des conséquences durables sur les secteurs, mais je voudrais attirer votre attention sur le fait que les stratégies des entreprises vont être profondément impactées par la crise que nous avons connue. Alors, nous n'aurons pas le temps également de parler de la réunionite. La réunionite, vous savez, c'est cette maladie qui existe dans tant d'entreprises et qui fait qu'on passe plus de temps en réunion qu'à travailler dans certains cas. Je me demandais si la COVID-19 allait avoir un impact sur la réunionite. Peut-être pas, car la réunion est un mode de coordination indispensable parce qu'elle répond à des besoins à la fois psychologiques, sociologiques. Mais je pense quand même que le travail à distance va permettre de réduire le nombre, l'importance des réunions dans les agendas des managers. Et je voudrais terminer sur un point, sur une note d'optimisme par une citation du PDG de L'Oréal qui disait « Les choses vont changer car nous avons découvert de nouveaux modes de travail, de nouveaux modes de fonctionnement. La crise a été un accélérateur de tendance. » Et il prévoit une réduction au minimum de 30%
des voyages au sein de son organisation. Et donc, ma conclusion, et je vais m'arrêter là, c'est que grâce à la crise sanitaire et au confinement qui l'a accompagné, les directions d'entreprise, les hiérarchies, si attachées au traditionnel face-à-face, à la traditionnelle machine à café, héritée des siècles de pratiques managériales, eh bien, la crise a permis le développement du travail à distance, du télétravail, ainsi que des réunions à distance. Et je pense qu'en tant que DSI, vous ne pouvez qu'être heureux. Et donc, ma conclusion est vive la Covid-19. Et j'ai un secret espoir, bien évidemment, d'être parmi vous dans les prochains mois. Mais peut-être un autre espoir, c'est que la crise continue pour que l'on puisse développer l'intégration des technologies de l'information dans les organisations. Merci pour votre attention. Merci beaucoup, Monsieur Kalika. Merci beaucoup pour votre brillant exposé. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Oui. Alors, j'ai peut-être juste une question pour Monsieur Kalika. Est-ce que aussi les outils aussi, est-ce que le fait qu'il y ait eu une profusion d'outils, ça on en a parlé un peu avec Monsieur Nojassière, est-ce que ça n'a pas justement aussi accéléré en fait le fait que le e-management soit pris beaucoup plus en main par les entreprises, parce qu'en fait avant aussi, par exemple au début des années 2000, on n'avait pas tout ce qui est Zoom, etc. On avait Cisco de Microsoft, mais ça faisait peur à tout le monde. Voilà, la visio aujourd'hui aussi, c'est une technologie qui s'est aussi démocratisée et qui, je pense aussi, a permis aussi le e-management. Parce qu'il y a quelques années, quand on dit on va faire une visioconférence, ah là là, même nous en Afrique, surtout nous en Afrique, on se grattait la tête. Voilà. Et alors que bon, maintenant aujourd'hui, on dit à tout le monde, on va faire un Zoom, ça paraît, on fait un Zoom, on fait un Meet, on fait un truc, c'est top. Je pense qu'il y a aussi, les entreprises aussi, elles ont compris, les GAFA, toujours les mêmes, ils ont compris, et ils nous ont mis les outils. Et là, effectivement, le Covid a servi en fait d'accélérateur où tout le monde, maintenant on peut plus aller dans une entreprise, on vous dit, quelqu'un ne peut plus ne pas maîtriser Zoom ou Meet. Sinon on n'arrive pas à travailler. Mais la visioconférence, les conférences à distance, elles existent quand même, elles n'ont pas attendu la crise de la Covid-19 pour exister. Mais vous avez raison, la crise a accéléré la diffusion des outils et aussi l'amélioration des outils, bien évidemment. Les grandes entreprises ont répondu à une demande qui vous est solvable et urgente. Ok, merci beaucoup. Et aussi l'autre question, mais bon, là c'est moi qui vous la pose. Peut-être pour les DSI, qu'est-ce que justement ça a impacté? On pouvait plus se déplacer. Alors, qu'est-ce que notamment en Afrique subsaharienne, qu'est-ce que ça a impliqué? Parce qu'on sait que parfois les équipements sont quand même, on a un faible taux d'équipement à cause du coût des équipements, etc. Qu'est-ce que cela a impliqué pour vous en tant que DSI, le fait que les gens soient confinés, ne peuvent plus se déplacer? Je ne sais pas, alors, monsieur là-bas, il lève la main, et après, monsieur, devant monsieur Sec, je donnerai la parole après. OK? Oui? Bonjour. Je m'appelle Yacine Touati, je suis le CEO et le cofondateur de la société Communique, une entreprise tunisienne, donc africaine, qui développe des solutions depuis déjà 15 ans dans la communication unifiée, dans le télétravail, dans la visioconférence. J'ai écouté avec beaucoup d'intérêt votre conférence et je suis à 100% d'accord de ce que vous dites. Je suis très touché par ce que vous dites et ça confirme pas mal de workshops et de conférences que j'ai déjà données auparavant. J'ai juste envie de souligner un point. Vous avez dit tout à l'heure que parmi les conditions et les prérequis d'accéder à ce genre de nouveaux modes de travail, c'est d'investir dans les technologies. Ça, c'est vrai. Là où je ne suis pas très d'accord avec vous, c'est lorsque vous dites que c'est des investissements lourds. Parce que j'ai envie de dire qu'aujourd'hui, même la technologie en elle-même, elle s'est transformée et elle est devenue télétechnologique. Il y a le télétravail et la télétechnologie. Et aujourd'hui, n'importe quelle organisation, quelle que soit sa taille, elle peut accéder à des technologies robustes,
fiable, sécurisé, à de très faibles coûts grâce au cloud. Et cerise sur le gâteau, c'est Made in Africa. Voilà. Merci, merci beaucoup, M. Toiti. Je vais donner la parole à M. Modisek, qui va peut-être pouvoir nous faire part de son expérience en tant que DSI au Mali. Ce sera assez intéressant. Parce que je sais que les DSI ont beaucoup souffert pendant cette période-là. Il a fallu équiper, je pense, des gens très très rapidement, vite. Il fallait que ce soit efficace. Je vous écoute, Monsieur Sek. Oui, merci, Chris. C'est Modisek, président du club DSI du Mali, par ailleurs DSI dans une organisation sous-régionale. Je remercie le conférencier, mais il y a des points que je voudrais un peu commenter. Il a plus parlé de contenu que de contenant, ce qui m'amène à aller vers votre question. Et les DSI ont beaucoup souffert parce que ça dépend des pays. Quand je prends un peu la zone ouest africaine, on a beaucoup souffert de la part des télécoms. Parce qu'on peut avoir les meilleurs outils, comme vous l'avez cité, Webex de Cisco, Zoom ou Google Meet, avec des clients légers qui n'ont pas besoin d'assez de bandes passantes. Mais si l'infrastructure ne suit pas, il va sans dire qu'il n'y aura pas de réunion. Il arrive par moment qu'en pleine réunion, des systèmes ne sont pas redondés. Donc les gens basculent avec moins de confort sur des téléphones. Et c'était aussi coûteux parce que les employeurs, les décideurs, n'avaient pas prévu ce coût supplémentaire pour les employés. Ils étaient obligés aussi de passer par des passes Internet, ce qu'on appelle des forfaits qui payaient un peu de leur propre poche pour faire des activités professionnelles. Donc ça aussi, ça a amené des petits problèmes, d'autant plus que l'entrave, ce que j'appelle l'entrave à l'innovation, parce que dans beaucoup d'entreprises, le fait de voyager donne aussi droit à un supplément de salaire. Ce supplément, c'est quoi? C'est le per diem. Et donc, ça permet d'arrondir les fins du mois. Pour ne pas trop monopoliser la parole, je me limiterai à ces petits propos. Ok, merci beaucoup. Vous pouvez amener le micro? On va vous amener le micro. D'accord, ok. Il prend la parole après, ça va. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ce retour d'expérience. Bonjour tout le monde, bonjour Monsieur Kalika, je vous remercie pour la qualité de la présentation. Juste une petite réaction, on a parlé tout à l'heure du télétravail, tout ça, c'est les outils Zoom, Teams, tout ça, mais il faut dire que le télétravail pour les entreprises, c'est beaucoup plus que ça. C'est donner l'accès au système d'information aux utilisateurs, aux collaborateurs de l'entreprise qui sont à domicile. Donc ça suppose une technologie beaucoup plus sophistiquée. Il y a le frein, il n'y a pas uniquement le volet technologique, mais il y a le volet sécurité qu'il faut respecter. Parce que le frein, toujours, c'était la sécurité, et surtout lorsqu'il s'agit de tous les systèmes d'information qu'il faut ouvrir aux collaborateurs. Il y a l'autre côté, c'est que peut-être on s'est avancé, la crise a pu développer énormément cette partie technologique, l'accélérer, mais quid de la partie organisationnelle, le e-management. En Tunisie, je pense, on n'a pas trop avancé, et le volet réglementaire également. Parce que le télétravail, il faut également un cadre réglementaire pour le développer. Merci. Merci beaucoup. On va donner la... Merci beaucoup pour votre contribution. Et après, oui, la dernière contribution, l'avant-dernière. Oui. Oui, nous vous écoutons. Donc, merci, M. Kalika, pour votre présentation. Je me présente, Hussein Kounedi. Je suis responsable de la sécurité des systèmes d'information au sein du ministère de l'Éducation nationale. Je suis parmi les fondateurs de la DSI. En même temps, je suis docteur en gestion, en partie système d'information gouvernance SI. Vraiment, je vais commencer juste pour votre dernière phrase. Vous avez dit que vive la crise. Moi, je ne suis parfaitement pas d'accord avec vous, parce que je ne souhaite pas que la crise continue. Vous avez parlé et vous allez présenter vos livres, ils sont très importants. Mais nous, les DSI, on a vécu de malheurs avec cette crise-là. Lorsqu'on a un grand data center avec un financement important à l'échelle nationale et internationale, vous avez parfaitement oublié le côté santé. Lorsque vous avez les ressources humaines qui sont touchées par la pandémie, et derrière vous, toute une responsabilité sur les systèmes d'information, la sécurité, la gestion d'accès, la scolarité. Et on pose la question, comment ça peut être tout ça fonctionner
avec le e-management, avec un télétravail à distance continu durant 2 ans, je trouve vraiment que c'est une crise qui est importante. Et vous avez oublié ce mot, la santé, qui a impacté non seulement le e-management, il a impacté les ressources humaines, il a impacté la technologie et des pertes d'argent importantes à l'échelle mondiale parce que les gens n'arrivent plus à accéder aux data centers. Aujourd'hui, je peux vous donner un simple exemple. Nous sommes dans un projet au niveau des systèmes d'information, la mise en place d'un data center, les éléments additifs. Aujourd'hui, on a découvert qu'il y a un manque de ressources parce qu'ils sont malades avec la pandémie, ils n'arrivent pas à se présenter en présentiel pour mettre en place, contrôler ces éléments additifs pour un data center et pour un site de backup. Alors pour moi, c'est une perte. Moi, je ne souhaite pas vraiment que cette crise continue parce que le télétravail, la formation à distance, ça existait depuis des années et il a donné ses résultats positifs, mais à condition. C'est dans des conditions normales de santé. Comment vous pouvez travailler en télétravail? Vous êtes chez vous, vous avez 1, 2, 3 malades chez vous à la maison, l'entourage familial ne permet pas, et vous dites aujourd'hui que grâce à la crise qu'on a pu réussir le e-management. Malheureusement, on n'a pas réussi le e-management, mais on a laissé tomber tous ces concepts-là à cause de Covid-19. Et les systèmes d'information aujourd'hui, il y a une phase qui est très importante, c'est la réglementation. C'est la sécurité des données qui a été exposée par les accès à distance qu'on donne à chaque utilisateur, à chaque responsable, avec des accès privilégiés qui sont piratés par des hackers et que ça causait des pertes d'argent. Moi, je pense que j'y mets en valeur pour mieux mesurer tous ces mots-là que je suis en train de dire, c'est une balance entre la crise et entre la santé. Tant que la santé elle est en diminution, c'est-à-dire pas de réussite à n'importe quel domaine. Aujourd'hui, les gens, la majorité, ils demandent le présentiel. Aujourd'hui, on a dans les contraintes sanitaires, nous sommes obligés de faire 40% de présentiel et 60% à distance. Mais les conditions ne sont pas assez suffisantes. Les moyens de télécommunication sont faibles, bien sûr. Les accès Internet, lorsque l'accès avec tout le monde et l'accès en même temps, ça ne donne pas les mêmes résultats. Et même la visioconférence, soit online, soit avec des lignes spécialisées, il a un impact qui est négatif parce que tout le monde accède en même temps. Ce n'est pas comme avant, la visioconférence, le télétravail, la formation à distance. C'est-à-dire que ça fonctionne dans les conditions normales de santé, de l'environnement. C'est là où on a réussi le e-management. Mais le e-management, on ne peut pas le réussir avec le Covid actuellement. Et merci pour... C'était une contribution? C'était une contribution. Votre question? Merci beaucoup. On va donner la parole au dernier... vous avez déjà le micro, je vous écoute. Okay. On vous écoute. Merci à toutes, merci à tous. Merci, Monsieur Michel, encore une fois, pour la qualité de votre intervention. Donc, deux questions pour Monsieur Michel. Est-ce que vous pensez que les rencontres aujourd'hui, donc face à face autour de la machine à café, ne sont-elles pas utiles? Et ma deuxième question, est-ce que vous prenez le travail à distance à 100%? Merci, Chris. Est-ce que vous me donner, merci pour ces questions et tous ces commentaires. Chris, vous me donnez quelques minutes pour répondre rapidement? Oui, je vous en prie, allez-y, mais bien sûr. Merci beaucoup. Alors, tout d'abord, merci pour toutes ces interventions et ces commentaires qui nécessiteraient de lourds débats et de longs débats. Bon, tout d'abord, sur l'avant-dernière intervention sur la question de la santé, je ne peux que souscrire à vos propos, monsieur. Et il faut bien voir que quand on est conférencier et qu'on intervient à distance, on fait preuve parfois d'un peu d'humour. Et quand je dis « vive la crise de la Covid-19 », c'est de l'humour que je fais. J'indique qu'il y a des éléments positifs. Ma conférence ne porte pas sur la santé aujourd'hui. Donc, c'est la raison pour laquelle j'essaie de montrer que cette crise, mais ce que je dis de la crise, on aurait pu le dire de beaucoup de guerres. On sait que les guerres provoquent des effets dévastateurs sur le plan humain, mais on sait aussi que les guerres ont suscité des développements technologiques. Je veux juste insister sur le fait que, et cela me semble, et je signe et je persiste, sur le fait que les outils existent depuis un certain temps
Le premier intervenant a indiqué que son entreprise propose des solutions depuis 15 ans. Ces outils existent et ces outils, on a eu du mal à les mettre en œuvre. Et j'ai essayé d'expliquer pourquoi on a eu du mal à les mettre en œuvre. Et le deuxième ou troisième intervenant mentionnait que dans les voyages, il y a des avantages, il y a des per diem. C'est précisément ce que je souligne comme une des raisons pour lesquelles, bien sûr, les voyages sont un outil d'innovation, de collecte de nouvelles informations, mais les voyages proposent aussi des avantages et expliquent également pourquoi ce qui pouvait se faire à distance, c'est très largement fait en face à face, de façon coûteuse et pas toujours efficace au cours des dernières décennies. Sur la question des coûts, vous avez raison, il existe aujourd'hui beaucoup de solutions mobiles qui sont peu coûteuses, mais le troisième ou quatrième intervenant a souligné les problèmes d'infrastructure. Sans infrastructure, sans bande passante au débit, on ne peut pas envisager sérieusement du travail à distance. Et c'est là que se trouvent les investissements lourds dont j'ai parlé. Alors, pour terminer, je vais répondre aux deux questions qui m'ont été posées. La machine à café est-elle encore utile ? Oui, bien sûr, la machine à café est utile. Ça permet d'y rencontrer, dans certains cas, sa future femme, son futur mari. N'oubliez tout de même pas que c'est dans l'entreprise que se passent 30 à 40% des adultères, dans le cas des couples mariés. Donc oui, bien sûr, les contacts physiques, entre guillemets, sont importants dans les entreprises. Et pour répondre à la dernière question, je ne suis pas un partisan de 100% de travail à distance. Je pense que ce vers quoi on va évoluer, ce sont des solutions mixtes qui vont également dépendre des secteurs. On n'est pas dans la même situation quand on est concepteur informatique et qu'on peut travailler à distance, quand on est architecte et qu'on peut faire des plans à distance, et quand on est sur le chantier ou quand on installe les machines. Il y a à l'évidence des limites au travail à distance qui sont liées bien évidemment à la nature de l'activité. Voilà ce que je voulais vous dire. Et quand je dis « vive la Covid-19 », je veux insister sur le fait que la crise a accéléré le changement et l'adoption d'un certain nombre de technologies. Merci en tout cas d'avoir réagi et merci pour votre attention. Merci beaucoup, M. Kalika. Est-ce que vous pouvez applaudir pour M. Kalika ?